Vous êtes de retour juste à temps pour votre vitrine communautaire. Le service environnement de la Ville de Laval nous a confié Patrick Saumur pour nous parler d'une nouvelle subvention. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous-même? Ben oui. Une nouvelle subvention, un projet pilote pour la nouvelle année 2012. La Ville va remettre 300 subventions d'une valeur de 100 $ aux familles qui, au courant de l'année 2012, vont savoir procurer des couches réutilisables, des couches lavables. Et pourquoi est-ce que la Ville a décidé de faire ça? Bien, des couches lavables, ça fait des années que ça existe. Okay. Même nos grands-parents, nos parents ont été éduqués par cette couche-là. Par contre, il y a eu un remplacement vers les couches jetables qui, oui, sont faciles à utiliser, on les jette, mais ça crée beaucoup de déchets. Donc, d'un point de vue écologique, environnemental, en faisant une subvention pour favoriser les gens d'acheter des couches lavables ou réutilisables, on va diminuer de beaucoup nos tonnes, nos déchets qu'on va envoyer au site d'enfouissement. Du coup, en envoyant moins de déchets, il y aura moins de gaz à effet de serre de produits. Aussi, quand on y pense, on achète des couches qu'on réutilise pendant les 2 ans, 3 ans, dépendamment du bébé. Là. Donc, les 2 ans que le bébé est encore aux couches. On utilise la même couche? On utilise, si on la relave. Le bébé va grossir, mais tantôt j'ai des exemples. On va voir, okay. les couches sont un peu peuvent s'agrandir selon la grosseur du bébé. Et à ce moment-là, en utilisant les mêmes couches, on n'a pas à reproduire, à reconfectionner, donc fabriquer des nouvelles couches. On consomme beaucoup au niveau des matières premières. Et également au niveau économique, c'est sûr que d'acheter des couches jetables à toutes les semaines, ça devient... C'est plus cher que des couches Bien, au début, tu penses que non. Quand tu achètes des couches, bon, un paquet de couches, mais au final, pendant 52 semaines, fois 2 ans, donc pendant 100 semaines, tu achètes des couches, ça peut osciller, là, tout dépendamment du prix, environ 2500 $. Par contre... Pour les jetables? Pour les jetables, okay. les traditionnels, là, je ne veux pas donner de marque, là, ouais, mais on voit l'exemple. Oui. Par contre, pour les couches lavables, c'est sûr qu'il faut les acheter d'un seul coup. Et c'est là que ça coûte cher. Ça coûte 700 $ environ. Là. Ça, c'est un bon maximum. Sinon, on peut l'en trouver entre 400 et 700 $. Combien de couches on devrait acheter? Ben, nous, on suggère 24. C'est la subvention demande 24 couches lavables. Pourquoi? C'est tout simplement que si on en achète moins, exemple 10, 12, mais c'est évident que le bébé, à un moment donné, va manquer de couches lavables. Donc, on va être obligé d'utiliser des couches jetables. Donc, c'est pour ça qu'avec 24, on se dit le bébé est... Assez pour un roulement, là. Au moins pour 2 jours. Comme ça, la personne n'est pas toujours prise entre je lave mes couches et je nourris mon bébé. Donc, ça lui donne un petit répit. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé 24 couches dans la subvention. Ah, puis ce qui est bien, on peut les utiliser quand même longtemps ou ça s'use vite? Non, bien, c'est sûr que des gens veulent les laver souvent, puis c'est sûr, dépendamment du savon, dépendamment de la laveuse, on peut les abîmer. Mais normalement, si on en prend soin, on peut facilement les redonner à notre 2e enfant. Ah, ben oui. Et là, à ce moment-là, ben, à ce moment-là, on devient encore plus vert, on est encore plus écologique, on réduit encore plus nos gaz à effet de serre. Oui, parce que ça cause beaucoup de déchets. Bien, c'est ça. C'est environ, là, un bébé va en générer environ plus d'1 tonne de déchets juste pour son apprentissage de la propreté. On parle de la couche ou qu'est-ce qu'il y a dans la couche? Mais après, souvent, c'est le pas de la couche. Un bébé qui va faire un pipi, bien, c'est sûr que c'est une partie liquide, mais ce qu'on va jeter, ce qui va être le plus lourd, c'est la couche. Donc, au final, si on se dit, si on remplace ce poids-là par une couche lavable, donc on la lave et par la suite, bien, on la sèche, puis justement, j'ai des exemples. Oui, montrez-moi ça, là, je veux voir comment ça fonctionne. C'est bien beau des mots, là. Donc, 2 petites couches. Ah! Ça donne cute. 2 couleurs, fille, garçon. Ça aurait pu être le contraire. C'est 2 modèles différents. Donc, celui que vous avez, c'est un modèle qu'on dit à poche. Donc, si on l'ouvre. Tada! Donc, c'est une couche qui ressemble à n'importe quelle autre couche. C'est ça. Vous pouvez même le retirer. Là, vous allez... Donc, quand on veut la laver, on sort ça ici? Oui, c'est ça. La partie absorbante, c'est ce que vous avez dans la main droite. Donc, celle-ci. Et tout dépendamment comment c'est fait, ça peut être en chanvre, en coton et en d'autres produits. Donc, on peut mettre différentes épaisseurs. Tout dépendant. Puis, quand le bébé doit être changé de couche, on retire ça. On met le tout dans un seau d'eau pour que ça trempe, pour pas que des odeurs arrivent, mais aussi pour que lorsqu'on va les laver, ça va être beaucoup plus facile. Oui, j'imagine qu'on se fait une brassée juste de couche. C'est ça, c'est le même principe quand on fait une tache sur un chandail. Si on ne veut pas le laver immédiatement, ben on le trempe dans un lavabo, on met de l'eau. Donc, il faut quand même aller mettre les mains là-dedans là, pour ressortir. Ben, c'est sûr que c'est juste le bout, là, on va pas... C'est là que des fois, des gens sont un petit peu plus rébarbatifs. On n'est pas... Quand vous dites que c'est extensible, c'est pour le velcro ici? Oui, également. Et on ne le voit pas sur votre modèle de couche, on le voit plus sur le modèle ici parce que c'est fond bleu et bouton blanc. Donc, vous avez des petits boutons pressoirs
sur des modèles. Donc, si le bébé en naissant, c'est sûr qu'il est tout petit, donc on peut facilement rapetisser la couche. Ah, ben oui. Puis par la suite, là, je vais le faire rapidement, là, mais rapidement après, quand le bébé est rendu à fusion, on le détache. Puis moi, le modèle que j'ai, ça c'est à vous. Quand j'ai le modèle que j'ai, on l'appelle, au lieu d'être à poche, donc c'est à l'intérieur d'une certaine poche, c'est tout en un. Donc c'est vraiment, ça ressemble à, pas à 2 gouttes d'eau, mais ça ressemble à une couche traditionnelle jetable, dans le sens où lorsque le bébé doit être changé, on enlève la couche et la partie absorbante n'est pas cachée dans une poche. Mais, Ah, OK, donc on peut directement le prendre. Il y a des gens à ce moment-là, ils vont faire « Ah, c'est plus intéressant, on n'a pas moins à se salir. » Par contre, c'est un petit peu plus cher, mais c'est le même principe. On détache tout ça, on met ça dans le seau d'eau. Et quand on a assez de couches pour faire une brassée, bien, on fait la brassée. Par la suite, on peut les faire sécher à la sécheuse ou si on veut économiser aussi d'électricité, Ben oui. on le fait sécher à l'extérieur ou sur un sèche-linge. OK. Alors, les petits qui vont à la garderie, est-ce que toutes les garderies acceptent ce type de couche? C'est sûr que c'est pas toutes les garderies qui permettent ces genres de couches-là. C'est sûr que de plus en plus, il y en a. C'est là, à ce moment-là, qu'il y a des couches comme celle-ci qui ressemblent vraiment à une couche traditionnelle qu'on appelle tout en un, vont être on peut acceptées. juste... C'est ça, grosso modo, les bébés, quand ils doivent changer de couche, on les met dans un sac, puis quand le parent va venir rechercher l'enfant, ils vont redonner ses couches. C'est sûr que c'est pas toutes les garderies, c'est vraiment une politique à l'interne. Mais c'est sûr que si de plus en plus de personnes ont des couches lavables, c'est sûr qu'il va y avoir une demande, donc offrir la demande. Donc, on a aussi beaucoup de bébés à Laval? Oui. Bien, on calcule, c'est sûr que c'est un chiffre qui oscille d'année en année. Au Québec, depuis peu, on a un baby boom, peut-être pas égal à ce qu'on a vécu des années 50 là, avec nos grands-parents, nos parents. On dirait qu'il y a environ 3500 bébés qui naissent sur le territoire lavallois. Et en plus, on sait que Laval attire beaucoup de nouvelles familles. Pour la proximité de Montréal. Donc, il y a un chiffre qu'on ne peut pas vraiment calculer de bébés nouveau-nés qui déménagent maintenant avec Laval. Donc, c'est quand même 3500 bébés qui devront avoir des couches. Est-ce que ce sera des couches lavables ou des couches réutilisables ou des couches jetables? C'est là qu'on veut essayer de tenter d'attirer les gens en disant prenez la solution la plus verte. Donc, pour pouvoir profiter de la subvention, il faut habiter le territoire de Laval. Est-ce qu'il y aurait d'autres critères? Bien, il y a 3 conditions faciles, logiques. Donc, habiter à Laval, avoir un enfant et acheter des couches. Donc, un enfant de quel âge? Bien, nous, on demande 2 ans et moins parce que, justement, s'il y a 2 ans et plus, c'est vrai qu'il peut être encore aux couches. Par contre, il est vraiment plus sur le tard. Donc, il arrive bientôt à la fin. Donc, même aux parents d'acheter des couches lavables après 2 ans, ça coûterait trop cher. Donc, nous, on demande un bébé de moins de 2 ans. Au niveau des couches lavables, on va demander d'acheter cette année, en 2012, un ensemble de 24 couches et d'une valeur de 240 minimum. Pourquoi 240 parce que oui, sur le marché, il y a des couches qui coûtent beaucoup moins cher, mais souvent sont pas vraiment... sont moins bonnes, donc on va devoir en racheter plus. C'est ça, on va les user rapidement. Donc, c'est pour ça qu'avec ce montant-là, on se dit qu'ils sont quand même durables. Donc, on va pouvoir perdurer pendant les... Ça respecte le côté écologique et économique. Et la Ville de Laval offre aussi d'autres subventions. Oui. Parlez un mot rapidement? Oui, rapidement. Bien, il y a 4 subventions. Avec celle-ci, c'est la 4e. Les 3 premières, au niveau de l'eau. Donc, on change une toilette. Vous avez une grosse toilette, 13 litres. On la remplace par les nouveaux modèles économiques qui consomment moins de 6 litres. On va vous donner entre 60 et 75 tout dépendamment de l'efficacité de la toilette. Est-ce qu'il y a d'autres conditions? Bien, toujours les mêmes, là, habiter à Laval, faire une preuve d'achat, donc la facture. Sinon, toujours au niveau de l'eau, depuis 2010, on a une subvention pour les barils d'eau de pluie. Donc, on prend un baril qui est quand même assez gros, on le met sous la gouttière. Donc, au lieu de prendre de l'eau potable pour arroser les plates-bandes, jardins, on prend l'eau qui est de la pluie. Et pour ceux aussi qui veulent réduire leur volume de déchets et utiliser le compost dans leur plate-bande toujours, vous achetez un compost, peu importe la valeur, et nous, on va vous remettre 30 toujours sur la même façon. Donc, vous habitez à Laval, vous nous faites une preuve d'achat, on vous envoie 30 puis pour le baril d'eau de pluie, j'ai pas dit, c'est 50 D'accord. Et alors, pour plus d'informations, le site de la Ville de Laval? Site de la Ville de Laval, www.ville.laval.qc.ca ou le numéro facile à retenir, 311. Les agents connaissent toutes les réponses à ces questions de subvention. Puis si c'est des questions plus techniques, ils vont les acheminer sans problème. Très bien. Alors, on remercie la Ville de Laval et on vous remercie aussi, Patrick. Merci à vous. Merci, Vanessa. Bonne journée. Bye-bye. Le socle est ici et on a bien sûr une habitude de nos studios, Mme Carole Poirier. Elle est accompagnée de Martin Côté. Bienvenue en studio.
Bonjour. Merci. On va commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est un peu le socle. En fait, le Socle est la Société communautaire lavalloise d'emprunt. C'est un organisme de microcrédit spécialisé en fait dans le petit prêt et le soutien aux petits entrepreneurs. Votre organisme œuvre dans le crédit communautaire. Pouvez-vous nous expliquer comment et qu'est-ce que c'est? En fait, le crédit communautaire se distingue par le soutien que l'on donne en plus aux entrepreneurs. On ne se contente pas que de prêter de l'argent, mais on évalue aussi le soutien et le support dont les entrepreneurs auront besoin, puis on leur offre aussi ces services-là, un service personnalisé d'aide à l'entrepreneuriat. Donc, vous les soutenez tout le long, là, vous les accompagnez, quoi, dans la prise de décision? Pas tant dans la prise de décision. En fait, on les aide à préparer leur plan d'affaires tout d'abord et on évalue leurs besoins. Certaines personnes ont des besoins au niveau de la comptabilité, au niveau du service juridique, au niveau du marketing, de la mise en marché. Donc, on évalue le soutien dont ils ont besoin et on leur offre ce soutien-là avec l'équipe en place et aussi avec des bénévoles. Alors, on vient renforcer le point faible d'une compagnie ou d'une future compagnie. Il faut arriver là au socle avec notre plan d'affaires déjà fait? Pas nécessairement, non. On a une équipe en place dont Carole fait partie qui aide les gens justement à préparer leur plan d'affaires, qui identifie les potentiels de la personne et on les aide justement à combler, disons, les défis particuliers qu'ils pourraient avoir là, dans leur démarrage d'entreprise. D'accord. Et qui a le droit à ces services-là? Est-ce que c'est tout le monde en général ou il y a des critères particuliers? La plupart des personnes à Laval qui sont aux revenus précaires ont le droit à nos services. Donc, ces personnes, ça peut être des jeunes qui sont aux études, ça peut être des familles monoparentales. Donc, c'est à ne pas avoir un gros revenu et ne pas être admissible au crédit conventionnel, en fin de compte, dans les banques. OK, donc si on a le droit au crédit de banque, on ne peut pas... Plus ou moins. Là, ça dépend de chacun. C'est tout du cas par cas qu'on évalue. Okay. Mais d'habitude, quand tu as un bon crédit avec ton dossier Equifax ou TransUnion, ben, tu dois être admissible à avoir du crédit à la banque. Nous autres, on vient comme pallier pour eux, donc leur donner la possibilité d'avoir un petit prêt entre 1 000 et 10 000 Okay. Donc, ça les aide juste à combler le besoin de départ. Ça peut être un besoin au niveau de l'inventaire, au niveau, on va financer vraiment les meubles, les chaises, téléphones, tout ce que la personne avait besoin pour démarrer son entreprise. Est-ce qu'on a un bon nombre de temps pour rembourser notre prêt? Chaque prêt est selon des échéanciers qu'on décide. En fin de compte, si c'est un montant, un exemple de 10 000 ben, on va y aller sur 3 ans. Mais on va regarder aussi la situation financière de chaque personne. Si c'est un montant de 5 000, bien, sur 2 ans, si elle est capable de rembourser, bien, on va la mettre sur 2 ans. Puis c'est à faible taux d'intérêt, donc c'est le taux préférentiel plus 1,5 %. Donc ce qui les aide beaucoup, puis c'est minimum 5 %. Ah, OK. Et c'est entre autres, qu'est-ce qui peut différencier le socle aux autres institutions prêteuses ou il y a autre chose? C'est pas mal ce qui différencie le socle, mais c'est sûr, c'est le service personnalisé. Donc, chaque personne vient au socle et me rencontre et on élabore avec eux leur plan d'affaires, on les structure au niveau du pré-démarrage, démarrage. Quand on dit pré-démarrage, souvent, ils peuvent arriver à avoir 2-3 idées de base. Donc, d'autres, on va choisir. C'est ça. On va vraiment choisir la plus pertinente pour vraiment que tu puisses t'en sortir aussi avec ton idée d'affaires, que tu puisses en tirer un revenu. OK. Est-ce que ça peut être dans n'importe quel champ d'expertise? On est pas mal dans tous les champs d'expertise, à part la restauration, boutique aussi, parce que souvent l'inventaire est très, très gros quand même. Ça demande beaucoup. Le besoin d'inventaire est très important. Tout l'équipement dans un restaurant. L'équipement d'un restaurant, puis là, il faudrait des grosses études de marché aussi pour savoir où tu dois te situer. Là. Donc, en général, qu'est-ce que vous recevez le plus comme plan d'affaires? Quel type d'entreprise? On est dans l'événementiel, on est dans les soins de santé, on peut aller du côté de massothérapie, gestion de stress, on fait des sites web, on a une très belle expertise dans beaucoup de domaines. On est dans les agences de voyage, courtier immobilier. Souvent, la personne peut venir, donc c'est un petit prêt, mais la personne vient, puis on peut l'aider comme courtier immobilier. Ils ont besoin des pancartes pour marquer vendu. Oui. Donc, c'est juste le petit besoin de base, mais avec un petit montant, des fois de 1 000 $, ils sont capables de partir en entreprise. Ils ont le suivi avec nous autres après, donc le suivi est gratuit. Tous nos services sont gratuits au socle. Donc, c'est la comptabilité, comment partir ton entreprise du bon pied, en fin de compte. Avez-vous un beau taux de succès? Selon les plus récentes statistiques, une petite entreprise au Québec qui démarre a un taux de survie d'à peu près 30 % après les 5 premières années. Pour les entreprises qui font affaire avec le regroupement des
québécois du crédit communautaire. Le regroupement québécois du crédit communautaire, ce taux-là monte à 70-75 %. Donc, on C'est passe doublé, au là. double. Tout à fait. Wow, c'est bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise? Moi, je suis membre du conseil d'administration. Je suis aussi membre du comité de prêt, donc qui évalue les dossiers avec d'autres bénévoles. Et puis, ponctuellement, j'aide aussi certains entrepreneurs. Oui, parce que j'imagine que ça prend beaucoup de monde pour supporter un organisme comme ça. Est-ce que il y a des gens qui peuvent faire des dons ou comment est-ce que vous vous financez? En fait, la façon que ça fonctionne, je crois que c'est un excellent modèle de partenariat public-privé. Okay. Le ministère du Développement économique et des Exportations du Québec subventionne les opérations, c'est-à-dire le loyer, les salaires, alors que les argents qui sont prêtés proviennent de la communauté. On parle des communautés d'entreprises ou de particuliers qui veulent donner de l'argent pour aider des gens à se partir en affaires. D'accord. Quels sont les obstacles qu'un entrepreneur doit surmonter? Les obstacles, premièrement, ils doivent développer leur projet. Donc, il faut qu'ils connaissent leur marché cible. Donc, on leur fait faire une petite étude de marché selon vraiment l'orientation qu'ils veulent prendre dans le plan d'affaires. Il faut qu'ils essaient de commercialiser leurs produits. Donc, on aide aussi à la carte d'affaires. Donc, il y a la petite carte d'affaires, mais maintenant, tu as des cartes 5 par 7 qui peuvent aussi les aider à se vendre. Plus d'informations là-dessus? J'ai jamais vu ça. Oui, un petit peu plus d'informations. Donc après, il faut qu'ils se créent une image de marque. Donc, il faut qu'ils se démarquent des autres. Donc, puis il y a beaucoup de réseautage à faire. Donc, on leur explique tous les moyens, en fin de compte, pour en arriver à se démarquer dans leur entreprise. Mais j'imagine que le plus difficile, ça va être de garder une motivation. Oui, puis c'est pour ça qu'on les laisse aller quand même à leur rythme. Donc, ils vont communiquer beaucoup avec nous autres par email parce je suis la seule conseillère en développement des entreprises ici pour la SOC. Donc, tout le monde passe par moi, mais beaucoup, c'est beaucoup de sentiments de confiance qu'ils ont établi avec nous. Donc, ils nous rappellent, ils nous parlent par email. Donc, ils reviennent quand leur plan d'affaires est final. Après, nous autres, on regarde les possibilités là, de le mettre en marche. Par curiosité, là, en ce moment, vous travaillez avec combien d'entrepreneurs? On a au moins une dizaine qui sont en démarchage d'entreprise. Ça roule. Oui, ça va bien. On fait des conférences aussi au SOC depuis dernièrement. Donc, OK, ça se passe à quel moment, à quel endroit, comment? Ça se passe directement à nos bureaux. Donc, une vingtaine de personnes qui s'inscrivent, qui peuvent venir à nos conférences. On peut s'inscrire sur votre site web? Directement, ils peuvent faire un appel à notre site web pour voir quand est-ce qu'ils seraient intéressés à avoir une formation. Qu'est-ce qu'il y a dans les conférences à peu près? Ça parle un peu des idées d'affaires qui ont existé au SOC avant et maintenant où on est rendu, donc développement de site web un peu, donc leur donner des avenues pour des nouvelles entreprises. C'est une bonne idée. Puis j'ajouterais aussi qu'il y a un volet information qui est très important. Souvent, les gens ont une bonne idée d'affaires, mais ne réalisent pas tout ce qu'il y a autour de ça. Puis il y a deux grands pièges, la comptabilité et l'aspect légal aussi. Puis on a non seulement notre équipe en place, mais aussi une équipe de bénévoles qui aide les gens à bien s'orienter pour éviter justement ces pièges-là. On peut tellement se poser des questions quand on ne sait pas, quand on n'a jamais été en affaires. Bon, est-ce qu'on a besoin d'un compte de banque? Quelle sorte de compte de banque? Est-ce qu'il faut être incorporé? Est-ce qu'il faut être enregistré? Là, au moins, on a des gens qui peuvent répondre à nos questions. C'est très bien. Puis est-ce que c'est coûteux pour participer à ces services-là? Tous les services au SOC sont gratuits. Ça vaut la peine de venir nous rencontrer. Ça vaut vraiment la peine. Au moins de nous dire votre idée d'affaires. Puis de là, nous autres, on va décider si vous avez des chances de partir votre entreprise. Mais vendu. C'est bon. Alors, pour conclure, avez-vous quelque chose à dire aux gens à la maison? Bien, moi, je pense que ce qui nous distingue vraiment des banques, c'est qu'on n'est pas un organisme financier, on est un organisme d'intégration sociale. C'est-à-dire, là où la banque évalue un risque, nous, on évalue le potentiel de la personne. Et on évalue ses points forts sur lesquels il travaille, puis on l'aide à combler ses points faibles dans le but de faire du développement économique à Laval, mais aussi de l'inclusion sociale. Bon, mais c'est bien dit. Et vous, Mme Poirier? Bien, on mise beaucoup sur le capital humain, donc c'est le sentiment de confiance. Donc la personne arrive des fois au SOC, elle a une idée d'affaires, mais la plupart des entrepreneurs ont peur de se faire voler leur idée d'affaires. Donc là, tu te dis non, on va établir les priorités, puis on va y aller tranquillement, on va monter ton plan d'affaires selon ton rythme. Donc les personnes viennent et puis vu que le sentiment de confiance est là dès le début, bien, le remboursement se fait aussi en lien. C'est pour ça que notre taux de réussite est assez haut. Oui, puis on en a vu
justement une belle réussite. Vous êtes déjà venu ici en studio avec un jeune homme qui avait parti son affaire et ça avait très bien été aussi. Alors, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. On vous souhaite encore une fois bonne chance dans tout. Est-ce qu'il y a un site web si jamais on veut avoir plus d'informations? Oui, on peut aller sur www.socle.org, Socle, Société communautaire Lavalloise-Centre. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. Merci. À la prochaine. Merci. Ici à Laval-en-Bref, on vous a concocté un petit quelque chose de spécial. On s'est rendu au bureau d'Urgence Santé pour vous offrir des capsules Urgence Santé. Alors, dans la première, vous allez pouvoir découvrir le métier de paramédic accompagné de M. Benoît Garneau. La voilà. Monsieur Garneau, parlez-moi un peu des tâches principales d'un technicien ambulancier paramédic. Alors, les tâches sont très variées pour le technicien ambulancier paramédic. Il est appelé à répondre dans différentes situations, donc des appels de nature médicale, des appels de nature traumatique, des appels de nature comportementale. C'est-à-dire les cas de psychiatrie, des problématiques de comportement. Il peut être appelé aussi à répondre sur les lieux de sinistres et d'actes antisociaux. Également. Donc, c'est très varié. La première chose qu'un technicien ambulancier paramédic fait lorsqu'il arrive sur les lieux, c'est sûr qu'il apprécie la condition clinique du patient. Par la suite, il fonctionne avec des protocoles. Donc, il applique le protocole approprié et il va transporter le patient de façon diligente à l'hôpital. D'accord. Mais à quoi ressemble une journée type dans la peau d'un paramédic? Alors, la journée type débute à son arrivée ici. Il va inscrire son heure de façon informatique sur un poste de saisie à l'avant. Et par la suite, bon, il va regarder l'écran et va voir un petit peu comme dans un terminal d'avion, là. Il va voir son nom et le nom de son partenaire, le partenaire avec qui il va travailler, et l'ambulance va s'afficher automatiquement. C'est pas le même partenaire à tous les jours? Ça peut être le même partenaire à tous les jours. Il y a les techniciens paramédics qui sont à temps complet, qui ont habituellement le même partenaire, mais il peut y avoir des temps partiels qui sont là et avec qui ils vont être jumelés pour faire la journée. Par la suite, ils vont prendre possession de leur ambulance, ils vont amener leur équipement personnel, ils vont faire le tour de l'ambulance pour s'assurer que tout est présent dans l'ambulance. Ils vont ouvrir le terminal, l'ordinateur véhiculaire, et vont se mettre disponibles pour recevoir soit un appel ou un point d'attente à différentes places situées sur l'île de Laval. Qu'est-ce qu'on a besoin comme formation pour devenir ambulancier? Pour devenir ambulancier, ça prend un DEC, donc c'est un diplôme d'études collégiales. C'est une formation de 3 ans avec des cours très spécifiques au niveau des soins préhospitaliers d'urgence. Mais quelle est l'appellation officielle du métier? Est-ce qu'on dit paramédic, ambulancier, technicien, ambulancier? L'ancienne appellation, dans le fond, c'est ambulancier. La nouvelle appellation, c'est technicien ambulancier paramédic. Pourquoi paramédic? C'est juste pour être reconnu au même titre que les autres provinces, au niveau des autres provinces du Canada et aux États-Unis et ailleurs aussi dans le monde. Là, on reconnaît souvent les gens paramédics. Donc, c'est pour se reconnaître là, à travers le reste de l'Amérique. Alors, les paramédics, est-ce que vous avez le droit d'administrer des drogues, des médicaments à un patient? Oui, il y a certains médicaments que les paramédics ont le droit d'administrer et ce sont des médicaments pour soulager certains symptômes. Certains symptômes comme la douleur thoracique, donc on parle de nitro et d'aspirine, les allergies sévères, donc l'épinéphrine. Ensuite, le diabète, l'hypoglycémie, donc on parle à ce moment-là de glucagon. Et l'autre médicament qui est le salbutamol pour soulager les problèmes respiratoires. Donc vous n'avez pas le droit de donner rien d'autre, même si la personne en aurait vraiment besoin, c'est pas à vous de décider ça? Ou? Non, pour le moment, ce sont les médicaments qui, les droits nous ont été confiés. Donc, c'est ces médicaments-là. Éventuellement, il devra y avoir d'autres médicaments qui vont venir soulager d'autres symptômes. Aimeriez-vous pouvoir en donner d'autres, des médicaments?
C'est sûr qu'au niveau de l'avancement de la profession, on est prêt et on veut recevoir d'autres formations pour être en mesure de soulager plus que ces symptômes-là. Même si c'est déjà important, ce qu'on donne présentement, on veut avoir la possibilité de pouvoir en donner d'autres. Mais ça, il faudrait d'autres cours. Alors, est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir pour le métier? Bien, les perspectives d'avenir, effectivement, pour le métier de technicien ambulancier paramédic, éventuellement, il y a une formation universitaire qui s'en vient où on va pouvoir former des paramédics en soins avancés qui vont pouvoir intervenir partout à travers le Québec. Nous, à Montréal, on en a des paramédics de soins avancés. C'est une petite cohorte qui a été formée, mais il y a une formation universitaire là, qui s'en vient justement pour former l'ensemble du Québec. Merci beaucoup à vous, M. Garneau. Ça fait plaisir. C'est ainsi que se termine cette émission de Laval en bref. Merci à tous nos collaborateurs, la Ville de Laval et bien sûr nos invités. Si vous désirez obtenir davantage d'informations sur les sujets abordés aujourd'hui ou soumettre vos commentaires, le tout est possible soit par téléphone en composant le 450-973-8005 ou par courriel info@tvrl.ca. C'était Vanessa Ross qui vous remercie et vous souhaite de passer une excellente semaine.